Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, on continue en fait dans nos séances de formation interne dans l'équipe Graphics. Et aujourd'hui, on va commencer notre quatrième session où nous avons invité Nermine Ali. En fait, Nermine est étudiante en 5e année informatique, option Data Science à Esprit School of Engineering, et elle vient de finir son stage de projet fin d'études, et elle va soutenir son travail dans quelques semaines. Nermine aujourd'hui va nous parler en fait d'une nouvelle tendance en sciences de données qui est l'automatisation. En fait, maintenant, de plus en plus, les gens, enfin les data scientists, juniors et seniors, utilisent des modules permettant d'automatiser les tâches répétitives. Donc, par exemple, on trouve de l'auto-EDA, c'est-à-dire des modules permettant d'automatiser l'exploration et la visualisation des données. Lotfi Nsib nous a présenté ça pendant la première séance de formation interne dans l'équipe Graphics. On trouve aussi en fait de l'automatisation par rapport à la partie feature extraction, par exemple comme feature tools, par exemple. Puis on trouve l'automatisation dans le choix des modèles. Et là, on trouve beaucoup de modules comme Typot, comme AutoKeras. Donc, Nermine, aujourd'hui, en fait, elle va nous exposer un pipeline end-to-end, permettant vraiment de faciliter beaucoup de tâches difficiles, time-consuming, qui consomment beaucoup de temps, et répétitives pour vraiment mener correctement un projet en sciences de données. Donc, la parole est à toi, Nermine. Voilà, je t'en prie. Thanks, Mr. Bay. First of all, I'm glad to present you and to talk about this topic, which is a hot topic right now, the end-to-end machine learning pipelines, also called the AutoML. So let me start first by showing what are the outline of this presentation. First of all, we're going to see what are our data scientists facing, like the problematic of this topic. Then we're going to talk about the AutoML. How can we automate EDA, feature engineering, and what has been done in concerning the module selection and the hyperparameter tuning. So as we all know, most engineers, data scientists, as either as beginners or like senior level, deal with like multiple problems, which are, for instance, dealing with complex data, like the data that could be basically garbage, like containing a lot of missing values, typing errors. The data is split into like different extensions of files, like JSON, CSV, etc. And we can never deny that there are many repetitive tasks, especially when we are trying to generate, for instance, deal with pre-processing of the data, like dealing with missing values, outliers, dropping empty rows, etc. Now, the other problems is that when we are dealing with projects, we have like time restricts. So basically we cannot fully explore like new algorithms and make them into our benefit, especially that sometimes like there are files where we put like some modules there, but without having like centralized libraries to make these modules reusable and to make them like a full component, a full library. Besides, we have another like major task which makes the life of any data scientist really difficult, which is feature engineering. Like sometimes when we want to create even a feature, it could like be like from 15 minutes to like 1 day or 3, and also it depends on understanding the problem, especially that us as data scientists, like we could like
work with a problem which is related, a predictive problem which is related to finance, a time series problem, any like biological or like field. So we have to like see how can we really link that data knowledge that we have and the one that we could like have from experts into coding, into creating like new features. So let's start here by like just repeating what is AutoML, what is automated machine learning. So it's basically the process of applying machine learning to real-world problems. But here, like we covers the complete pipeline from the raw data set into the deployable machine learning. So like we want actually, the process actually is like from loading our data, we want to, at the end, have our trained model with of course, the tuning part, the feature engineering part, etc. So we want just to make our life like much more easier. So now there are multiple existing solutions, and they are competing between each other. So one of them, like some of them, like are black boxes, like Google AutoML or DataRobot, Hash2O AI, Amazon SageMax, and other ones are like open source solution like TPOT, AutoScaler, and Keras. So like even though like these most big companies have worked like or released their libraries like from basic timeline, for instance, the creation of Hash2O.ai was like 2012, and then a TPOT in 2015 was created. AWS like was between before 2018, and like Google Cloud then, and Azure, etc. So we can see like it's even though it's a hot topic and like we're speaking about it right now, but the efforts have been made since like 2012. Like there are many efforts and researches and competitions between teams, and each one is trying to show that his solution or algorithm works better than others. So let's now, at least since we don't know what's really hiding between like black box solutions like DataRobots or Google Cloud AutoML. So we wanted here like to just make a small comparison and to see, for instance, with the open source existing solution like AutoScaler. So basically it's developed in Python, and the optimization that it's using is Bayesian optimization. Basically, it features automatic ensemble construction, and it uses something called meta-learning. So it's the learning of learning. Basically, it's like a search procedure where like this means that the search is more likely to start with good pipelines. So he's like learning from an entire pipeline rather than just learning from a single process, etc. Hash2O AutoML, it's can be used in Python or R. It uses like a random search. So it performs like random search followed by stacking stage. TPOT, it actually constructs machine learning lines of arbitrary length using scikit-learn algorithm and XGBoost. It also uses in its search processing and stacking. Yeah. So here we're gonna talk a little bit more about how can we automate EDA, which is exploratory data analysis. Actually, there are some existing tools which help and which automate some of this process. Let's start, for instance, with Pandas profiling. Actually, it's a Python library. It gives an overview about the data from variables, correlations, interactions with the target value between other columns, gives us information about like missing values of each column, and gives a sample of the data. Now, for the good
from its advantages, like we're having like a good overview of the data. It offers us a plots, correlation plots and interactions between columns, and it gives actually a pretty good idea. Like it resumes most of the details concerning like the unique values, missing values, statistical information. But sometimes when like the data actually is a little bit heavy and like we are dealing with large data sets, it's basically time consuming. So yeah, this is an example of the use of pandas profiling. So as we mentioned before, each one of these concerns the overview of the data, variable introduction, etc. For the overview, we can see that it gives us information about missing cells, duplicated ones, the total size in memory, the average size record in size in memory, the variable types of the column. So here, like there is 8 numerical variables and like 1 Boolean variable. Now there is another library, it's called SpeedML. Actually, SpeedML, it kind of like tries to help get this, how can you say it, like automated pipeline, but it just needs the interactions of the user in some parts. So it basically works as the following. So at the beginning, you just have to put some configuration, like what is your target value. You give it the train and the data sets. Then it moves to giving information about calculating null values, detecting and fixing outliers, then trying to give information about cardinality, etc. And using the target, it actually could tell you if it is like a classification problem, regression problem, or like a dimensionality regression problem. And then the result is actually memorized in the object itself. So it's like a linear pipeline for data science workflow. So basically, it imports and probably initializes the most popular machine learning packages. And the part where it most fascinates, it's the EDA part. That's why I've included it in this part, because it analyzes outliers, overfitting, high cardinality, and like gives you an idea if either it's a unique or like continuous features. So like, even if you want to create something automated, we can actually take the benefit of these both libraries and create something that is very effective. Now here's a real like output of the use of SpeedML concerning the EDA part. So on a dataset, it actually gives you the results in form of a table, where you have here what kind of columns which have a high numerical cardinality, and actually propose you like what kind of plot to use with, which is something really interesting. Like we can like use both this information into the plotting part. And also here, for instance, it tells you that since there are many features, etc., so it proposes that you need first to do like dimensionality reduction. As we mentioned, like this kind of observation helps us to understand the data pattern, to give us an idea, to make us understand more what we're going to do at the following steps. And another fascinating thing is that it suggests the type of plot for each category. I mean, if it's like a numerical category, what kind of plots, high cardinality, what kind of plots, etc. So for the data exploration part, like there are many libraries which like help in this process, like Matplotlib, Seaborn, Bokeh, GeoPlotly. It's used for like geolocalization plots. But here, what I want to highlight, I want really to highlight Plotly because it generates the most interactive graphs, which is something that we really need. And also, the other thing about it is that it could be saved offline and even into like files into the directory of the user.
Now, for the part of automating like feature engineering, we cannot speak about this part without mentioning a very popular tool, and which is actually unique and an open source one, which is feature tools. Now, feature tools is something that really helps in automating the feature engineering part. It uses a technique called DFS, Deep Feature Synthesis, which we're going to explain in the next slide. But here, I just want to mention that it can generate as many variables as we want. And for instance, in this example, we can even specify the depth of the generation of the feature. So basically here for max depth 1, it generated for an example of a data set, like it built 57 features. Like for a data scientist who works and tries to create a feature, it makes things really easy. Even sometimes it could take a little time depending on the number of columns, but it's really worth it because at the end, and the question it is, so even though we have a great number of like new generated columns, but how much they are significant? And it's a really good question to be asked, because after that we could use other techniques to reduce dimension of the dimension. So the two of them actually needs to be together in order to like have like most significant features. Now, as I mentioned, feature tools use the feature synthesis. So basically, this algorithm is capable of automatically creating features between sets of relation to synthesize the automatic learning process. So when we are working with the feature synthesis, we have to know that first we need to define relationship between datasets. For instance, if we have like multiple datasets where, for instance, we have like a sale dataset and we have like a product, client dataset. So we can define, for instance, the sales dataset as the entity set, which is the main one, and then define the relation between the other entities with, of course, with the IDs or index. And then we can launch the process of the generation of the columns. Now, the algorithm applies mathematical functions to the dataset in the source field and transforms it in a new group with new and deeper features. For the feature selection and the feature projection, we must, first of all, know the difference between these two terms. For the feature selection, we keep the most relevant variables from the original datasets. So we will be having like features from the existing dataset, but not generated ones from like the whole existing. For instance, in the feature projection, we are trying to find a smaller set of new variables where each is being like a combination of input variables containing basically the same information as the input variables. Now, the techniques that are used for dimensionality reduction, for instance, for feature projection techniques, we say it like principal component analysis, PCA, independent component analysis, linear discriminant analysis, factor analysis. For feature projection, and here we talk about the nonlinear techniques, we speak about autoencoders, which is a deep learning technique, T-distributed stochastic neighborhood embedding, uniform manifold approximation and projection. And for the feature linear selection, we talk about low variance filter, high correlation filter, backward and forward feature selection. Now let's move to talk about model selection. Now,
Our aim in model selection is basically to get the best model. But in machine learning, there isn't really a best model because we see always surprises in the face of production. Like in the validation set, like we have satisfying values, we are happy, and now when we go in production, a lot of things could happen. It means that even the choice of the most convenient algorithm is not something that easy. It depends on many factors. And like for data scientists, it's not really easy to define like which is the champion between all the algorithm, because sometimes like when you understand the algorithm, understand the problem, we can like suggest from a set of algorithm which one is better. But it's really not enough. And also there could be other configurations and the tuning which could make like an ignored model, for instance, better than the chosen one. So we have to find something that automates this process. Let's go deeper into the problematic. So like we have different types of models, from clustering, classification, regression, associated rules, neural networks. And like as a fact, a machine learning algorithm performs best on all dataset is not something really like possible. So we need a module selection module which do this part in an automated way. So as a proposed solution, we can think of a model selection process or like algorithm which takes a dataset, a judgment matrix, and here for the choice of the model, it can like choose from like the set of all. For instance, it depends on the problem. If you have like a regression problem, it's gonna like go through all different regression algorithm, which is not very good idea because it's gonna last a long time and maybe never ends. And or we can specify a set of models which we want actually to select to have at the end. We selected one of them. And we can also specify if we want this selection to be combined with a tuning or not. At the end, for instance, here, like we can have choose with the model one, choose to it with as a tuner like randomized search. And for instance, we can use with the model 2 grid search. And for instance, for model 3, we don't want any tuning. So here we have a lot of possibilities. So at the end, we'll have like the trace of each model, giving the score and the hyperparams. We'll get the most important thing, which is the best model with its hyperparameters. And we can get also the set of all the judgment matrix that we want. So for the hyperparameter tuning, I have to talk about few things which are grid search. Even though it's too long to run, it should be used if the model we are like tuning does not have too many parameters. It's gonna be like less heavier. For randomized search, there is no guarantee to identify the best combination, since like not all the combinations are going to be tested. So for both grid search and randomized search, like the limits in them is that it doesn't really, this kind of limits doesn't really influence at which point to evaluate next, since the two approaches are not dependent or not underlying the model. So here we can think of other like frameworks which, for instance, use the Bayesian hyperparam optimization, such as HyperOpt or Optina. Now, both these frameworks have similar, similar advantages, and or mostly like similar functionalities, since both of them actually can offer you like, for instance, while
tuning the algorithm different graphs to understand, for instance, at each set of a point, where is the loss, what is the loss, both in the test and the training. Another thing is that we can add what kind of technique is we wanted to use. For instance, for Optina, we can specify if it wants to use like pruners or not, which has techniques that makes the calculation of like or the optimization of the algorithm faster. Since, for instance, for tree algorithm, it cuts the branches that doesn't really have a better score than the others. In the other leaves. Yeah, so now, before concluding, I want just to show an example of an end-to-end machine learning pipeline, which is deployed in Flask. And yeah, so let's take a look. So this is an end-to-end machine learning pipeline. So let's start the video and explain at the same time. So here we are at the beginning, the data loading. So we loaded our data set. Now we're going to start. So here we have like a small overview of the data set. Here we're going to specify the target column, but also we can add information about columns. So we'll include the data scientist knowledge into it, like KPIs, for instance, or is that field geolocalization information, etc., to be used like for data exploration and even further in the generation of features. So here, let's wait for. I guess there is a problem in the video, so it didn't really show the generated part, but let's, okay, yep. So let's come back and observe. So here, actually, it generated many plots for instance, there is box plots. We can also understand the relationship between different columns, and at the end, actually, we are going to see from the set of algorithm here, like there is the set of models are random forest and XGBoost aggressor. The matrix is negative root mean square error, and here we with the grid search tuner. So the result as follows, and even if we specify more matrix to add, so there will be this table which will summarize actually the result with different matrices. And if you want to show the best model with its params, so we'll be having the model's name and the params. Another thing is that I wanted to show, don't know, it's not clear in the video, but yeah, that's it. So here, it's this toolkit actually generates a report and about every column, what's its type, and actually it does also an optimization of the type, since as we can see here, since Pandas actually infer 5 data types at the beginning when he reads the rows of a data set, for instance, float64 or int64 or string. So here, we have an optimized data typing, we can see here. Also, we have an information about the number of unique values, the percentage, the unique values, the 5 most frequent values, and also statistical information for, of course, numerical attributes. And also we can have to see the head and the tail of the data.
So yeah, we actually here we actually benefit from like the speed ML and into generating this report. And these plots actually were kind of created using Plotly. We implemented Plotly in another way so that we could actually have more significant plots. And thanks also to the data annotation that we precised before, like for instance, saying if a column is like a KPI or a date column, etc., it will actually help in giving more like specified like plots to be like understood easier, especially that not everyone, even as a data scientist, like we can find ones that aren't very intuitive in understanding the plots and the relationship between columns and what kind of hidden information. But here the toolkit actually simplifies the whole process. So thanks everyone. We arrived at the end of our presentation. Thank you for attending and enjoying this topic. Okay, vielen Dank, Nermine, eine gute Präsentation. Merci beaucoup, Nermine, pour ta présentation. Bitte, bitte. Ok, donc vraiment, je te remercie pour cette présentation. Vraiment, c'était très, très instructif. En fait, bon, moi, j'aimerais bien en fait, te poser des questions après. Bon, je laisse la parole à M. Anis Belasmer, enfin Anis, Lotfi ou bien Rad, s'ils ont des questions à te poser. Voilà. D'accord. Ok, donc merci Nermine pour la qualité et la clarté de la présentation et pour le travail que tu as déjà réalisé. Donc, c'est un très bon travail. C'est clair que derrière, il y a donc beaucoup des efforts. Voilà, donc voilà, là, tu nous as déjà parlé de l'AutoML. Voilà, donc on sait que l'AutoML est un instrument donc, qui peut aider un data scientist à tester plusieurs solutions, mais quand même, il y a quelques donc, questions donc, qui demandent encore donc, des réponses. Par exemple, lorsqu'on fait de l'AutoML, on perd en fait de l'interprétabilité des résultats, donc on n'arrive pas à interpréter nos résultats. Et il y a donc la question comment on va mettre donc, en production notre solution, c'est-à-dire comment on va être sûr de la reproductibilité des résultats. Donc, c'est clair, donc avec l'AutoML, on peut tester plusieurs donc, solutions, que ce soit pour l'étape de l'EDA, donc feature selection, pour model selection, pour model tuning. Donc, après, est-ce qu'on arrive à interpréter ce résultat? Je ne pense pas. Toujours, il y a un problème. Et donc, si on veut mettre donc, en production notre solution, apparemment, il y a des problèmes. Est-ce que tu peux me dire si vous avez pensé à ces problèmes? Est-ce que vous avez des réponses pour ces problèmes ou pas? D'accord, merci pour vos questions. Tout d'abord, il est vrai que il faut juste dire que l'AutoML, pour le moment, ne remplace pas un data scientist, mais rend les tâches d'un projet en data science plus facile. En fait, c'est une première version par rapport, c'est une première version, ce projet de end-to-end machine learning project. En certaines parties, par exemple, on a fait une intervention de data scientist, par exemple, au niveau d'ajouter certaines de ses connaissances, par exemple, dans la partie data annotation, avant la partie de l'overview du data. L'utilisateur a pu ajouter, par exemple, des informations que avant, même dans les black box solutions, il n'y avait pas cette intervention-là, en fait, d'ajouter si une colonne est une KPI ou data ou une géolocalisation. Donc, en exploitant vraiment cette information,
on aura, par exemple, la génération de graphes qui sont plus orientés et qui aident les data scientists à mieux comprendre les patterns dans le data. Une autre partie aussi, même dans le choix du modèle, c'est aussi, ça dépend du choix de data scientist. Si il a plus ou moins une idée, vu sa compréhension du problème, sur l'ensemble de modèles qu'il veut utiliser, et si par exemple, à la fin, il observe ou dit que ce modèle peut, par exemple, présenter des problèmes en production ou qui n'est pas sûr, il y en a déjà les hyperparamètres de chaque modèle sauvegardés dans le fichier log et il peut les utiliser pour faire, par exemple, du stacking ou même penser à d'autres solutions. Donc là, on a vraiment apaisé les lourdes tâches qu'un data scientist, c'est-à-dire faisait face avant. Voilà, donc j'espère. Ok, Nadine, est-ce que tu peux me montrer donc slide 22, je pense. D'accord. 22. Juste. Je pense pour model selection, donc. Oui, juste un moment. 22. Voilà. Oui. Ça, celui-là? Oui, et juste avant, donc ça c'est 22, 21. Donc, slide 21. Oui, c'est le slide 21. Ok. En tout cas, ça, c'est pour la partie model selection, oui. Donc là, tu nous as dit donc comment on va choisir notre meilleur modèle. Donc, c'est une question un peu difficile. Après, tu nous as dit, donc, in machine learning, there is no best algorithm. En fait, tout dépend du problème. Donc, apparemment, ça dépend de notre problème. Par exemple, si on se trouve devant des données bien définies, apparemment, on peut montrer que la meilleure solution, c'est d'appliquer donc, un modèle ensembliste, par exemple, XGBoost. Donc, tout dépend du problème sur lequel on est en train de travailler. D'accord? Après, oui, ça c'est sûr. Après, d'après mes connaissances, donc je pense que en général, on commence par donc tester plusieurs modèles sans faire en fait tuning par paramètres. Après, une fois qu'on a en fait identifié le meilleur modèle, on va essayer de régler les paramètres de ce modèle. Je pense pas qu'on va donc dans la première étape, on va essayer de régler tout. En fait, pour chaque modèle, on va essayer de régler les paramètres. Après, on va faire un choix. À mon avis, on commence par… Vous avez totalement raison. Mais ici, dans le diapo 22, j'ai spécifié qu'on peut utiliser, c'est-à-dire, ça dépend de l'utilisateur. Il est vrai qu'au début, on peut faire le mode de selection sans aucun tuning. Mais ici, juste, j'ai montré un exemple pour faire comprendre qu'on peut associer, par exemple, différentes méthodes de tuning à chaque modèle. Donc, voilà. En fait, une fois qu'on a identifié, apparemment, on va supposer qu'on est en train de faire un problème de classification. Il y a, par exemple, 40 modèles à tester. Bon, en général, tout dépend de nos données. Est-ce qu'on est devant des données structurées, non structurées? Est-ce que ce sont des variables catégoriques, numériques? Apparemment, on peut sélectionner donc, les modèles dans un premier temps. Après, on va supposer qu'on a identifié 10 modèles qui seront capables donc, de faire ce problème-là. Alors, on va faire quoi? On va fixer une métrique, je pense, c'est l'accuracy. On va entraîner ces modèles. Après, on va choisir celui qui donne donc la meilleure précision. Et après, on va essayer de faire le réglage, bien le tuning de ce modèle-là. Je pense que c'est comme ça que quand on choisit ou bien qu'on valide notre modèle. En fait, l'autre fait juste, est-ce que je peux intervenir? Oui, c'est là. Oui, en fait, par rapport au modèle, en fait, ça dépend, c'est orienté problème. C'est orienté problème. Par exemple, si on prend, par exemple, si on veut, par exemple, appliquer le machine learning, le deep learning, enfin, l'intelligence artificielle, par exemple, dans le secteur financier, c'est-à-dire les banques d'investissement, les banques privées, les banques particulières, les entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance. En fait, dans ce domaine, par exemple, on trouve beaucoup de lois. Il y a en fait un cadre légal, législatif. Il y a des réglementations qui gouvernent le mode de travail. À cet égard, tu peux trouver que, par exemple, par rapport à la quantification de risques,
on trouve que la loi fixe en fait un seuil de risque pour les banques, pour éviter toute exposition vis-à-vis, par exemple, du risque de contrepartie. Par exemple, une banque va accorder un crédit à un client et on risque en fait que ce client n'arrive pas à rembourser son crédit. Donc, on trouve en fait parfois que la loi exige, par exemple, un niveau de risque, par exemple, à 1%. Donc, quand on dit 1%, en fait, il faut travailler à 3 sigma. Donc, en fait, il faut travailler avec des modèles de machine learning, deep learning qui sont interprétables. Dans ce cas-là, si toi, tu vas venir avec ton XGBoost, ou bien avec ton LightGBM, avec Random Forest, ou bien avec un modèle deep learning, tu risques que les gens métiers, c'est-à-dire les responsables des départements dans cette banque, ne peuvent pas accepter ta solution, malgré que peut-être ta solution est meilleure que la solution fournie, ou bien la classification fournie, par exemple, par la régression logistique. Juste car la régression logistique, c'est un modèle mathématique qui te permet de quantifier le risque, c'est-à-dire d'avoir un plus-value. En fait, en computer vision, par exemple, c'est-à-dire dans les voitures autonomes, à la limite, il n'y a pas de cadre législatif. C'est-à-dire le but, c'est de détecter des piétons. Donc, ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à avoir, c'est la performance. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment utiliser du deep learning, c'est-à-dire du deep learning, des modèles très, très poussés en deep learning, du attention learning, en fait, du RNN, du RCNN, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, la sélection du modèle, on trouve en fait la métrique à choisir, on trouve le métier, on trouve parfois le cadre légal, et donc à la fin de la journée, l'auto-AML, je pense pas qu'elle puisse, disons, remplacer en fait l'intervention humaine d'un data scientist. Mais peut-être ça va peut-être améliorer. C'est-à-dire c'est comme l'informatique a permis, par exemple, d'aider les médecins. Un médecin maintenant utilise un fichier Excel pour accélérer un traitement de données. Mais est-ce que l'ordinateur peut remplacer un médecin? Non. Donc en fait, l'auto-AML, pour l'instant, ne va pas vraiment remplacer les data scientists, mais plutôt peut-être ça va améliorer leur manière d'intervention. Voilà. Oui, je pense, pour confirmer donc tes remarques, c'est Ahmed, je pense que l'AutoML est dédié plutôt pour les experts, donc des gens qui maîtrisent bien donc le domaine d'analyse de données, donc qui arrivent après à interpréter donc les résultats. Pourquoi l'AutoML nous a proposé de travailler avec un tel modèle, avec tel donc variable, ainsi de suite. Donc c'est dédié plutôt pour les experts, non? Oui, en fait, d'après ce que je suis en train de voir sur LinkedIn, sur le marché du travail, maintenant, en fait, on arrive à une certaine saturation des profils juniors. C'est-à-dire, il suffit qu'un étudiant, en fait, en informatique, un ingénieur informaticien, il va regarder quelques cours sur Coursera, c'est-à-dire quelques cours introductifs. Après, il va mettre sur LinkedIn qu'il est data scientist, mais en réalité, c'est un profil junior. Donc le taux ML, je pense, il est ici, disons, vraiment pour bouleverser les profils juniors. Écoute, je suis pas en train d'offenser ni Nermin ni Rada, quoi. Enfin, toutes les deux, elles viennent d'une formation purement data science. En fait, elles sont des data scientists, je pourrais dire peut-être, au-delà de stade junior. Mais l'auto-ML, en fait, ce sont des techniques qui vont aider les data scientists seniors, c'est-à-dire un data scientist qui a des connaissances métiers en finance, ou bien des connaissances métiers, par exemple, en IoT, en télécommunication, ou bien des connaissances métiers en mathématiques, des connaissances métiers en physique. Et puis, l'auto-ML va lui aider à accélérer le process en sciences de données, car peut-être lui ne sait pas programmer, c'est-à-dire il n'est pas très très fort en programmation. Et puis, il va juste interpréter. Donc, il est ici, il est capitaine en fait sur son navire. Il regarde le résultat des différents modules auto-ML, puis il va interpréter. Voilà. Oui, Anis, je pense qu'Anis, il veut intervenir. Ok, merci Ahmed. Merci Nermine pour ta présentation. Un très bon travail. Juste ma question ou bien ma remarque, c'est que on passe à l'auto-ML pour faire la sélection du bon modèle et avec les paramètres le plus efficace pour donner le bon résultat, bien sûr. Mais ma question, est-ce qu'on passe à ceci suite à
à une préparation finale des données, ou bien on peut à chaque fois revenir pour préparer les données, car si on suit les méthodologies de data science, il y a une interaction, bien sûr, entre les résultats qu'on trouve suite à la modélisation et on revient à la préparation des données. Donc, est-ce que ceci est pris en considération ou bien on suppose que les données sont très bien préparées et voilà, la phase finale, c'est de faire la sélection du modèle? En fait, non. Il y en a une phase de pre-processing, mais juste dans cette présentation, je ne l'ai pas vraiment focalisé sur cette partie-là parce que, en vue de contraintes de temps, etc. En fait, dans ce pipeline, il y a toutes les phases d'un projet data scientist. Donc, d'un projet data science, donc c'est-à-dire from data loading jusqu'à la fin de l'obtention du modèle. En fait, il y a c'est-à-dire un comportement par défaut, c'est-à-dire que lorsqu'il va arriver à la phase de pre-processing, il va essayer par exemple de éliminer les lignes contenant des valeurs manquantes. oui, valeurs manquantes dans le target value. Essayer de faire des imputing techniques par rapport si, par exemple, par défaut, si dans une méthode, dans une variable catégorique, il va remplacer par la plus fréquente et c'est-à-dire s'il a une valeur numérique, par défaut, il va remplacer par le médian. Donc, voilà. Mais on a, bien sûr, c'est une version alpha, même dans le déploiement, donc il y aura plus la possibilité d'intervention, c'est-à-dire que même l'utilisateur peut spécifier, par exemple, je veux, parce que ici, par défaut, par exemple, s'il trouve des colonnes où le pourcentage des non-values est supérieur à 80 ou à 95, il va l'éliminer, toute la colonne. Mais si, par exemple, il y a par exemple, certaines données où il y en a beaucoup de valeurs manquantes, surtout dans les recherches, etc., mais que ces valeurs-là sont importantes, leur présence. Donc ici, l'utilisateur peut spécifier que, par exemple, le pourcentage pour lequel on fait le drop balance est, par exemple, je ne sais pas, 60% ou 70%. Voilà. Oui. Donc, oui, voilà. Donc, en fait, ça a été autour de ça. Surtout si on veut revenir aux données, on aura toujours besoin de quelques connaissances métiers. Et donc, la partie préparation est peut-être toujours améliorée ou bien associée à certains métiers. Par exemple, si on veut remplacer certaines valeurs manquantes, ça va dépendre du domaine. En finance, il faut bien sûr voir toutes les techniques qu'on peut utiliser pour remplacer ces valeurs manquantes et ça va dépendre bien sûr du domaine. Donc, je pense que la partie préparation des données, elle est très importante et elle reste aussi associée à chaque métier. Donc, c'est ça ma remarque. Merci une autre fois, Nermi. C'était un très bon. Merci. Juste, je voulais ajouter quelque chose. C'est juste que dans la partie front, c'est pas comme la partie backend, c'est-à-dire dans le backend, tout, c'est dans les lignes de commande, des lignes de commande, on peut spécifier tout, etc. Mais dans la partie front-end, dans le vidéo, j'ai voulu accentuer surtout comment on peut arriver d'un simple loading de data jusqu'au résultat final. Donc, c'est pourquoi peut-être c'était pas vraiment clair ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a derrière aussi la génération des features, les pre-processing, la génération des features, la réduction des colonnes, etc. C'est juste que c'était pas vraiment, c'était en back-end, voilà, donc c'était pas aussi clair dans la vidéo, oui, voilà. Très bien, merci. Merci. En fait, maintenant, je pense qu'on trouve beaucoup plus de profils de data engineering. Ce sont des data scientists en fait qui sont plutôt spécialisés dans la partie ETL, extract, transform, load, mais pythonisé avec Python. D'accord. Oui, là-dessus, oui. En fait, Nermin, si j'ai bien compris, donc ton pipeline contient 5 étapes, c'est ça? Donc il y a 5 l'étape UDIA, Automating Engineering, je pense, Feature Selection and Feature Projection, après Model Selection et Model Tuning, c'est ça, non?
Les étapes, En fait, c'est en termes, c'est-à-dire de grands modules, mais en petits modules, ça contient data loading, data d'accord, overview, data exploration dans le DA, d'accord, et puis feature learning, où ça contient le feature generation and feature reduction, et après la partie de model selection, d'accord. et puis la partie de hyperparameter tuning. Ok, Voilà. ok. En fait, par exemple, pour data loading, je pense qu'il n'y a pas donc d'auto-ML. Il suffit de cliquer sur euh, le bouton donc sélectionner data. Après, en fait, pour le DIA, par exemple, quelle est la bibliothèque que tu as déjà utilisée pour faire donc ce travail-là? Pour le DIA, tu as déjà utilisé Pandas Profiling, DataPrep ou bien? Pour le data overview, j'ai utilisé le SpeedML. D'accord. En fait, j'ai exploité les informations qu'il nous a données d'une telle manière à générer un rapport Mhm. qui englobe plus de détails que, c'est-à-dire les simples étapes qu'on faisait avant, par exemple, c'est-à-dire describe, head, tail, etc., c'est-à-dire les simples commandes. Et aussi, euh, j'ai fait l'implémentation de Plotly D'accord. de telle manière, c'est-à-dire mettre une architecture, c'est-à-dire avoir par exemple une classe mère qui fait les plots et après des autres classes qui en fait extendent de la classe mère plot des différents plots qu'on peut avoir, c'est-à-dire pour les box plots, pour les plots à propos de distribution, corrélation, etc. Voilà. Donc, tu n'as pas utilisé Pandas Profiling, par exemple, DataPrep pour l'étape UDIA, donc auto-UDIA. Je l'ai exploré, Oui. je l'ai exploré, mais en fait, je ne l'ai pas ajouté dans la partie En front-end. fait, elle n'a pas, l'autre fait, elle n'a pas intégré Pandas Profiling ou bien EDA Data DataPrep. Prep, c'est-à-dire dans un bouton. En fait, elle a fait son Pandas profiling à elle, Nermine. Mais ça n'empêche pas qu'elle peut ajouter ça, c'est-à-dire elle peut ajouter deux boutons. Un bouton où on clique, ça va, en fait, ça va envoyer le fichier vers Pandas Profiling, puis ça va faire un calcul, puis on va obtenir un Un rapport rapport. HTML, ou bien directement vers EdiaPrep. Mais en fait, elle peut intégrer les deux boutons dans le front-end, mais elle a fait son Pandas Profiling à elle, tu vois. D'accord, très bien. Et pour la partie model selection et model tuning, tu as utilisé donc tes propres méthodes ou bien tu as déjà utilisé par exemple tes potes ou bien en fait, des bibliothèques déjà confirmées qu'on utilise aujourd'hui? En fait, pour que notre pipeline soit intégrable dans Scalern Pipeline, Mhm. j'ai fait de telle manière à utiliser, c'est-à-dire à faire des classes qui héritent des classes Base Estimator et Transformer Minmax de Scalern. D'accord. Et pour, voilà. Donc ici, pour les méthodes de tuning, j'ai utilisé tout ce qui est grid search, random search, et comme framework, Optuna. Optonal, d'accord. En Oui. fait, pourquoi tu n'as Donc, pas pensé à utiliser tes potes, par exemple, ici, ou bien c'est... en fait, au début, j'ai fait un benchmarking sur des Mhm. datas en comparant H2O, Tipot, D'accord, HyperOpt et Optuna. d'accord, J'ai trouvé pour les deux datasets que Optuna donnait un meilleur résultat. Alors, j'ai aussi lu des recherches qui m'ont poussé à utiliser Optuna, surtout que Optuna est parmi les frameworks qui sont toujours en update et qui offrent toujours de nouvelles fonctionnalités et qui essaient toujours de, c'est-à-dire qu'ils ont de plus une documentation qui est claire et qui est vaste et que ça m'a permis, c'est-à-dire de voir et d'atteindre à la fin de bons résultats.
D'accord. Sachant que Nermine, je pense, bon, pour tes potes, donc derrière, il y a des algorithmes génétiques, c'est-à-dire des probabilités, des choses stochastiques. Par contre, pour obtenir, il y a, en fait, du point de vue mathématique, il y a quoi derrière? Donc, c'est Il des algorithmes. utilise des méthodes bayésiennes D'accord, ok. et il utilise aussi la technique de pruning. Mhm. D'accord. Oui, et voilà, donc il offre derrière, en fait, c'est-à-dire il y en a de quoi faire de bons résultats, ces méthodes-là, et de plus, ça offre, en fait, au niveau de la phase de l'optimisation, des graphes qui aident mieux à comprendre, c'est-à-dire à chaque époque, par exemple pour les neural networks, ou à chaque stade, niveau temps, c'est-à-dire l'état, on peut vraiment voir l'état, c'est-à-dire loss function, de la loss metric dans le train et le loss. Donc c'est quelque chose qui est vraiment assez bien par rapport, par exemple, au niveau, par exemple, de framework HyperOpt, il y a quelque chose qui sont un petit peu, les graphes ne sont pas vraiment bien interprétés et c'est pas vraiment, même au niveau des commentations ou des modules qui sont derrière, Optuna, et niveau comparaison est beaucoup mieux. Ok, donc dernière question, donc Nermine. En fait, si je prends juste les deux parties, donc mode selection et mode tuning. Par D'accord. exemple, moi, en utilisant, j'ai bien préparé mes données, après j'ai essayé d'appliquer tes potes sur mes données, donc pour déterminer quels sont les meilleurs modèles que je vais utiliser, ainsi que ces meilleurs hyperparamètres. Donc, sachant que tes potes, comme donc nombre de generation, par exemple, par défaut, il prend 100. Donc, si je prends, ou bien, donc je lance tes potes avec des valeurs par défaut, c'est-à-dire avec 100, un nombre de générations égal 100, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, pour ton pipeline et surtout pour les deux dernières donc, parties, mode selection et mode tuning, le temps d'exécution, ça prend, on va supposer que tu travailles avec une base de données simple. Hein. Ça prend Mhm. beaucoup de temps ou bien c'est rapide ou comment tu peux juger donc le temps d'exécution? Le temps d'exécution pour une dataset simple, vous avez mentionné, hein, n'est-ce pas? Oui, pour D'accord. on va supposer que tu travailles avec une base de données simple. Hein, on va dire Allez, D'accord. Titanic, par exemple, Titanic. Titanic, par exemple, Voilà. oui. 1300, Donc, 1400 lignes, oui. ça dépend tout d'abord du nombre des itérations. Deux, des hyperparamètres. En fait, par exemple, si on veut vraiment accélérer le tuning, on peut utiliser, par exemple, mettre le paramètre pruning à true, c'est-à-dire ça va vraiment diminuer le temps de l'exécution. Mhm. De plus, il y en a, pour chaque algorithme, il y en a un set de paramètres, pour chaque set de paramètres, un intervalle, et Optuna va essayer de trouver la meilleure combinaison de ces paramètres. Donc, si on va le laisser le comportement par défaut, ça va donner un résultat rapide, mais on peut rendre le résultat plus rapide si, par exemple, l'utilisateur met un set de hyperparamètres que lui envisage être, par exemple, celui qui va influencer le plus le modèle, peut-être. Donc, Donc voilà. Nermil, par exemple, si je prends Optima avec des arguments, bien des inputs par défaut, on travaille avec la base de données, de données Titanic, donc je pense 1300 et quelques lignes, et je pense 12 variables, peut-être 11 variables. Ça prend combien de temps pour nous donner quel est le meilleur modèle et ainsi que ses meilleurs paramètres? Ça prend combien de temps à peu près? 5 minutes, 30 minutes? Pour, par exemple, moi, je n'ai pas une idée sur la taille du Titanic, mais pour la dataset que j'ai utilisée dans les vidéos, qui est à peu près une simple base de données, bon, plus ou moins, Oui. ça n'a pas vraiment duré trop de temps. Donc, c'est à peu près, je pense, d'après la capacité de mon PC aussi, i5 8e génération, donc ça a duré à peu près, je pense, 20 minutes pour deux algorithmes. Pour deux algorithmes avec le tuning. D'accord. De toute manière, on peut lancer les calculs sur la carte graphique ou bien sur les cartes graphiques si on a accès en fait sur le cloud. C'est-à-dire, on peut accélérer le calcul sur des GPU ou bien sur des TPU, Lotfi Nermine. Oui, D'accord. oui.
En fait, il y en a une option juste que j'ai pas vu l'accès à, c'est-à-dire ressources cloud, où on peut vraiment lancer notre modèle sur un cloud en utilisant Ray, c'est-à-dire Oui, où oui, on peut utiliser. c'est du calcul distribué, c'est du calcul. En Voilà, fait, c'est ça. oui, Donc, oui, oui. oui, 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 c'est un peu poussé. En fait, là, il y a un module qui s'appelle Rapids, R-A-P-I-D-S. En fait, c'est un module qui permet de faire du machine learning end-to-end, mais sur une carte graphique. Car maintenant, les gens, hein, les gens savent, enfin, les gens peu expérimentés pensent que les cartes graphiques sont utilisés uniquement pour entraîner des modèles deep learning. Et ben, avec Rapids, on peut même en fait entraîner, on peut même faire du machine learning end-to-end. Voilà, voilà. Ok, donc de ma part, c'est bon. Nermine, merci encore une fois donc, d'avoir accepté de nous faire cette présentation et Merci beaucoup. bonne continuation. Donc, bonne Oui, chance. il y a Rada qui veut. Oui, merci Lotfi, merci beaucoup Lotfi. Oui, Rada, vas-y, je t'en prie. Ouais. Oui, bonjour tout le monde. Donc, merci beaucoup, Nermi, pour cette présentation. Donc, comme tout le monde a dit, donc l'auto-ML ne peut pas remplacer un data scientist, mais il peut faciliter plus ou moins les tâches préliminaires. Ils sont les tâches répétitives comme la partie visualisation, la partie data overview. Mais en contrepartie, il ne peut pas faire vraiment le model selection. Il faut voir vraiment le contexte du problème et tout ça. Donc, juste, je vais poser une question à Nermine. Dans le cas, par exemple, Nermine, l'amélioration du modèle, elle est liée, par exemple, à l'augmentation du data. Donc, on cherche des data, on fait du scrapping, etc. Dans ce cas, comment travailler avec l'auto-ML comment combiner des différentes data, par exemple, est-ce que ça reste valide ou non? Maintenant, pour le parti front-end, j'ai juste utilisé pour démonstration une seule dataset, mais en fait, en back-end, on peut utiliser plusieurs, surtout que j'ai mentionné que même en feature learning, on peut garder la relation entre ces datasets-là et créer des nouvelles colonnes à partir de la liaison qui est entre les différents datasets. Donc, oui, en tant que library, c'est-à-dire en back-end, oui, c'est pris en charge en fait. Ok, d'accord, mais juste pour expliquer mieux. Donc, par exemple, donc, je ne vais pas ajouter une colonne par rapport à l'ancienne dataset, mais plutôt je vais chercher une autre dataset qui est totalement différente à l'autre. Donc, comment faire la combinaison du deux datasets pour à la fin faire la partie modeling? Est-ce que ça reste valide ou non? Est-ce que l'ajout de dataset, c'est à niveau de quelle partie? C'est-à-dire parce que la partie que je vous ai expliquée, c'est au début. C'est-à-dire qu'au début, on fait le loading sur différents datasets. Et après, si tu veux, par exemple, utiliser, etc., c'est valable. Mais votre partie, c'est à quel niveau l'ajout du data? Par exemple, dès le début. Donc, Oui, dès le début, comment il fait la combinaison deux datasets? Mais Rada, là tu peux faire ça, c'est-à-dire avant soit avec, tu merges, tu fais des jointures avec Pandas, ou bien tu fais ça en fait avec un logiciel SSIS, ou bien avec Talend, Pentaho, ou bien si tu veux faire ça, tu peux faire ça avec du Spark, c'est du SQL dans l'environnement Spark. Je pense est-ce que tu parles ici, c'est-à-dire c'est-à-dire merger deux datasets pour fabriquer un data mart ou car je pense que Nermine, sa solution marche. Oui, oui. Je pense, si j'ai bien compris la question de Red, je pense peut-être elle demande est-ce qu'on peut, en fait, une fois qu'on a lancé notre pipeline, est-ce qu'on peut ajouter donc une base de données, donc après on va faire le merge en même temps, ou bien on va reprendre le calcul de zéro. Donc je pense que Exactement, oui. donc la réponse c'est non, Ahmed c'est pas Claire. Donc encore. oui, on va Non. faire le merge donc avant de lancer le pipeline, je pense.
Oui, la solution la plus envisageable, c'est de faire le merge avant de lancer le pipeline parce que au cours du pipeline, on ne pourra pas vraiment intervenir pour ajouter une nouvelle dataset. Voilà. Ouais. Ah, d'accord. Oui. Mais En fait, peut-être que pour d'autres versions, ça améliorer, ça pourra être votre idée pourra être avoir une solution dans le pipeline. C'est une piste sur oui. laquelle on peut travailler, en fait. Oui. Ah oui, Oui, bien sûr. Il y c'est-à-dire, en a toujours des améliorations. Comme j'ai précisé au début, c'est juste une première version et voilà. Donc, beaucoup de personnes travaillent là-dessus sur des projets comme ça et la concurrence est toujours essaie de montrer ou de mettre en valeur de nouvelles idées, voilà, pour prendre place dans ce marché de AI. oui, oui. En fait, Nermine, finalement, elle veut virer tous les data scientists, c'est-à-dire, elle veut remplacer les data scientists par des robots, quoi. Non, non. Ahmed, elle va commencer par toi, Ahmed. Oui, oui, mais de toute manière, en fait, on aura besoin beaucoup du calcul bayésien, c'est-à-dire il faut avoir des corpuscles de probabilité. C'est-à-dire avec Optuna, c'est du calcul bayésien. Donc... Donc, au moins, on garantit les formateurs, en fait. oui, oui. Pour le moment, on peut pas vous remplacer. Vous êtes. Yanis, quel est le rôle Oui, d'un product manager? À quoi sert un product oui, manager? oui, oui, oui. Ok, très bien. Oh, très bien, Nermine. Merci Ok, beaucoup. bon, Merci beaucoup. merci. Il est vraiment, vraiment, je suis très content. En fait, sincèrement, en fait, ce sont des technologies très poussées. On les trouve aux États-Unis, qui viennent d'arriver en fait en France, et maintenant on trouve des gens, des Tunisiennes en fait, qui s'approprient ces technologies, qui sont en train de travailler sur ça. Vraiment, c'est une fierté. Je suis très content. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on arrête ici. Je sais pas, est-ce que tu veux dire quelque chose, Anis? Parce que toi, tu es le chef de l'équipe graphique, c'est quoi? Non, non, merci. En fait, je suis très content de ce type Oh d'exposé. my Je God. suis très content aussi de voir mes étudiantes en train de bosser là-dessus. Très bien et bonne continuation. Ok, donc bon, je vais arrêter l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement.